mais elle fait partie de beaucoup d'autres organismes. Donc elle est médiatrice et consultante internationale depuis longtemps. Elle a travaillé longtemps avec le CICR. Elle travaille avec le DFAE, avec le UNHCR donc pour les réfugiés, avec UNITAR, avec Médecins sans frontières, UNDP. Donc c'est une longue liste d'expériences. Et puis Brigitte, elle est accréditée avec différents organismes comme le International Mediation Institute ou d'autres fédérations de médiateurs. Donc on est très content d'avoir Brigitte avec nous aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une grande expérience dans le domaine de la médiation et dans le peace building. Et si j'ai bien compris, c'est ce qu'elle va essayer de faire aujourd'hui, nous expliquer quels sont les liens entre la médiation et le peace building. Est-ce bien juste? C'est formidable. Merci Pascal. Merci Brigitte d'être venue. C'est exactement ça. Je te donne la parole. Merci infiniment. Alors bonjour à vous tous et merci d'être venus par un si beau soleil et en plus en période de pré-examen et tout, je trouve que vous êtes très courageux. Alors, j'ai une demi-heure, c'est ça, hein, si je ne me suis pas trompée. Alors, j'ai une demi-heure, on va un peu parcourir les différents aspects. Donc, bienvenue, ça c'est fait. Voilà. Je voulais montrer qu'il y avait des parallèles entre ce que les Nations Unies et également, en général, les différentes ambassades et les différents pays, donc leur politique des affaires étrangères appellent construction de la paix, mais surtout les Nations Unies, ce qu'ils appellent peace building. Et c'est pour les Nations Unies tout un hub dans lequel il y a énormément d'aspects différents. Un des aspects est donc la question de la construction de la paix lorsque on est dans un pays en conflit. Voilà. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, les Nations Unies, mais également les différents think tanks et également les universités ont compris que les méthodes de médiation, donc la médiation pure qui est devenue un métier et non plus juste comme ça, on va dire une idée comme quoi on met deux personnes ensemble, qui demande 2, 3, 4 ans d'études à l'université. Les méthodes de médiation étaient au fond incluses dans ce qu'on appelait du peace building. D'accord? Vous voyez un petit peu les petites boîtes et le Lego. Alors, on va essayer de voir assez rapidement les parallèles et les similarités, les contours de situations conflictuelles, les contextes politiques, économiques et socioculturels, et on va voir quels sont les points clés sur les plans politiques, économiques, écologiques et social qui permettent de commencer des médiations. Alors, au départ, et je pense que je vais commencer par la médiation, alors, on va dire, ça fait 2000 ans que la médiation existe, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et vous avez encore énormément de sociétés où la médiation a cours, c'est-à-dire où on fait appel à un sage, où on fait appel aux personnages religieux, où on fait appel parfois à des représentants des familles lors des mariages. Enfin, le mot médiateur est un mot qui existe depuis toujours. Vous avez, c'est souvent lié à la religion, mais pas toujours. Et vous avez, au fond, le métier de médiateur a commencé aux États-Unis il y a à peu près 25 ans, lorsque les tribunaux étaient pleins et qu'il fallait alléger les tribunaux et obliger les personnes en conflit à passer par une médiation avant, justement, de faire un procès. Donc c'est de nouveau, entre guillemets, grâce aux pays anglo-saxons et aux Américains, que c'est devenu donc une obligation pour les tribunaux, et ensuite, par là même, c'est devenu un objet d'étude, n'est-ce pas? Et puis, du coup, un métier avec un processus qui est garanti. Une fois que vous êtes assermenté médiateur, le processus est garanti d'être le même à Sydney, aussi bien à Genève qu'à Paris. Et c'est donc plus du bricolage comme on faisait autrefois. Donc, n'est pas médiateur qui veut,
est médiateur celui qui accepte les conflits, parce qu'évidemment, si vous n'aimez pas les conflits, il vaut mieux faire de la boulangerie ou du jardinage, parce que c'est évidemment être au centre, n'est-ce pas, des conflits, et avoir, disons, déjà une propension à vouloir aider, en guillemets, et aider les parties au conflit à les résoudre, et trouver une solution. Alors, je prends les 5 phases de Mnookin. Un des grands médiateurs américains s'appelle Mnookin. Il y en a énormément. J'ai une bibliographie très grande, suivant ce que vous voulez, qui vous voulez, quel genre de médiation, si c'est des médiations plutôt pénales, si c'est des médiations plutôt communautaires, si c'est des médiations de famille, si c'est des médiations commerciales, si c'est des médiations internationales. Donc, vous voyez, il y a des bibliothèques entières. Mais ce qui est important, c'est que les phases sont à peu près les mêmes partout, dans toutes ces médiations transversales, et qu'il y a maintenant quelque chose qui existe qui ressemble à un processus plus ou moins fixe. Ensuite, je voulais vous montrer que dans la médiation, ce qui compte beaucoup, c'est la communication. Il y a des techniques comme par exemple la communication non violente. Il y a, pour ceux qui s'intéressent à la médiation, tout ce qui existe sur le peace building de Johan Galtung, qui lui parle d'un processus qui montre que quand vous passez par une médiation, vous vous transformez, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas la même chose au début qu'à la fin. Vous avez tout ce qui est lié à Harvard, où Obama était, et où il y a énormément de cours liés à des cours de négociation, de médiation, et notamment ce fameux livre de Uri Fischer, qui au début s'appelait How to Get to the Yes, et puis il a écrit un deuxième livre avant de mourir qui s'appelle How to Get to the No, parce qu'il est prouvé en médiation que vous devez d'abord pouvoir passer par le non pour ensuite pouvoir dire oui. Personne ne dit oui tout de suite, c'est une parenthèse. Et puis finalement, je voulais aussi parler du BCPR, qui est donc la branche des Nations Unies pour laquelle j'ai le plus travaillé, qui est le Bureau for Crisis Prevention and Recovery, qui est donc au-delà du développement, qui a une unité spéciale qui permet, donc comme son nom l'indique, le Crisis Prevention, prévention de conflits, mais aussi recovery. Ça, c'est donc un petit peu tous les aspects. C'est très difficile de parler de tout, mais ça brosse un petit peu un tableau de ce que c'est que la médiation et le peace building. Parallèle entre médiation et peace building. Lorsque on arrive dans un lieu où il y a eu un conflit, un pays, mais ce n'est pas forcément un pays, ça peut aussi être une région, puisqu'on sait que le conflit souvent n'est pas dans tout le pays, n'est-ce pas? Vous avez parfois une poche où il y a un conflit et le reste du pays qui n'est pas en conflit. Vous posez au fond un petit peu les mêmes questions. À gauche, vous avez une médiation normale, par exemple communautaire, qui serait, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous aimeriez, qui sont donc les 5 phases? Quel choix pouvez-vous faire parmi les différentes options? Et quel accord de médiation pouvons-nous avoir? Donc à gauche, vous avez le processus de médiation. Et à droite, si vous avez un processus de peace building, vous avez l'étude d'un profil de conflit, ce qui est un peu la même chose que ce qui s'est passé. Comment vous sentez-vous dans le sens de quelles sont les causes du conflit, quelles impressions vous avez des racines du conflit. Vous avez en 3 l'analyse des acteurs et des relations objectives et subjectives du conflit. Et puis, vous avez à gauche, qu'est-ce que vous aimeriez, qui est dans une médiation toujours, c'est quoi que vous voulez, d'accord? Et c'est souvent la chose la plus difficile. Ça a l'air de rien, mais quand vous avez des parties au conflit, soit seuls, soit plusieurs, soit des groupes, de savoir qu'est-ce que A veut et ce que B veut prend beaucoup de temps. Parce que les gens, ils savent qu'ils sont en dispute, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est déjà un gros travail d'accompagner les personnes pour qu'elles trouvent ce qu'elles veulent. Ensuite, parmi les options qu'il y a pour résoudre le conflit, on regarde comment est-ce qu'on peut choisir les différentes options. Et puis, dans le peace building, vous avez l'étude de la dynamique du conflit, les intérêts, n'est-ce pas, entre A et B, de pays par exemple, ou, comme on verra tout à l'heure pour les Philippines, entre le nord et le sud, entre une partie catholique et une partie musulmane.
les buts aussi, les positions. On entend par position le fait que ma position, c'est un point de vue, plutôt une perspective, mais également on entend par position le fait de j'ai raison mais tu as tort, n'est-ce pas? Puis je vais vous expliquer en quoi vous avez tort et en quoi j'ai raison. Puis vous allez faire la même chose, ce qui fait qu'on ne va pas avancer. Mais à un moment donné, il faut le dire pour que chacun ait un accord de médiation, comme il y a un accord de paix, n'est-ce pas, qui on n'a pas beaucoup de temps pour trop en parler, mais j'avais travaillé pour les affaires étrangères suisses. Il y a au sud des Philippines, depuis très longtemps, un problème lié à un groupe qui n'est pas reconnu. Un des gros problèmes des Philippines, c'est que c'est un archipel de plus de 7000 îles. Donc vous voyez un peu pour régir et diriger 7000 îles, c'est tout sauf simple. Comme on l'a dit, et puis ils ont, eux, toujours deux problèmes. Ils ont des problèmes, non seulement, il y a un président qui vient d'être élu hier, mais ils ont un problème non seulement, en guillemets, des élections démocratiques et d'absence de corruption, et de l'autre côté, ils sont également exposés, comme beaucoup d'îles dans cette région-là, à sans arrêt des typhons, des inondations, donc si vous n'avez pas un problème de pauvreté, après vous avez un problème de typhon, après vous avez etc. Donc c'est cette alternance-là qui fait que c'est un pays très difficile à diriger, et en plus c'est un pays, un sandwich, malheureusement je dis le mot avec affection, un sandwich entre les États-Unis et la Chine. Et c'est l'enjeu d'énormément d'intérêts, et tout le monde se penche sur ce bébé qui s'appelle les Philippines, mais eux-mêmes en interne, ils ont le problème entre le nord qui est chrétien, catholique, et le sud qui est musulman. Juste pour expliquer que dans un pays comme ça, ce que la Confédération, ce que j'avais fait pour le DFAE, c'était avec l'ambassadeur de Suisse aux Philippines, dans les communautés, nous avons travaillé sur comment est-ce qu'on peut faire des médiations pour que les gens puissent mieux se parler, mieux se comprendre et construire leur pays. C'était vraiment des questions de comment dépasser les inimitiés, à la fois locales, régionales et ensuite nord-sud. Voilà, donc je ne vais pas aller au-delà de ça, mais c'était très intéressant. Et ce qui est important toujours, quand on guillemets, on va dans un pays où on est invité, c'est évidemment de travailler avec les forces en présence. Il n'y a personne qui est arrivé en disant bonjour, j'ai une idée, je vais vous expliquer comment on fait de la médiation, mais on a travaillé avec ce qui existait et on a construit à partir de ça donc un cours sur la médiation et les médiations locales et les processus de médiation locale. Je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus. Ce qui est important, c'est la question aussi des définitions du conflit international, parce que c'est pas si éloigné, et je pense que c'est peut-être ça un peu l'intérêt de ma conférence, c'est que j'ai vraiment voulu montrer que les mécanismes d'une médiation familiale et les mécanismes d'une médiation internationale ne sont pas si éloignés que ça, n'est-ce pas? Et que vous avez, bien sûr, l'échelle est différente, mais que vous avez au fond le même processus que je vais expliquer un peu plus loin. Si je prends une définition d'un conflit international, mais vous verrez, c'est pas si éloigné d'un conflit familial, donc lorsque deux parties ou plus considèrent leurs intérêts comme incompatibles, c'est toujours intéressant de se poser la question, c'est quoi un conflit? Exprime des manifestations d'hostilité ou dirige des actions l'un contre l'autre qui pourraient empêcher un parti dans sa capacité à poursuivre ses intérêts. Donc ça, c'est donc DFID, la coopération britannique, qui eux qui travaillent beaucoup avec les États-Unis, mais qui ont je trouve une définition assez neutre du conflit et qui permet de rassembler beaucoup d'autres définitions. Définition de la résolution de conflit. La résolution de conflit donc, vise à intervenir sur les racines profondes, et vous voyez que c'est la même chose en médiation. On s'adresse à un moment donné pour savoir, mais c'était quoi le problème au départ? Situé à la source de la situation conflictuelle, cette démarche implique de favoriser les attitudes positives, de générer un climat de confiance, et le médiateur fait ça, réunit les personnes et crée donc un environnement de confiance et sécurisé, à travers des initiatives de réconciliation et de renforcer les institutions à travers lesquelles les parties interagissent de manière pacifique. Voilà.
la résolution de conflits, alors, si je reviens à la médiation, une médiation ne veut pas dire forcément que vous allez réussir, n'est-ce pas? Parfois, les personnes qui sont là se sont parlé pendant 2-3 heures, ou 2 ou 3 fois pendant 2-3 heures, et à la fin décident finalement quand même, soit d'aller au tribunal, soit ils en reviennent, soit de poursuivre et de prendre un avocat. Mais la médiation a ceci de particulièrement bien, c'est qu'elle permet au moins aux parties au conflit de dialoguer. Et il vaut mieux un dialogue que rien du tout. Donc même, entre guillemets, réussir une médiation, c'est pas forcément réussir avec un accord final et puis they shake hands and they are happy. C'est pas ça l'idée. C'est, en tout cas, ils sont réunis, ils ont compris la position de l'autre, ce qui est déjà pas mal, et puis ils peuvent poursuivre, ceux qui désirent poursuivre, soit continuer le conflit, soit aller au tribunal, juste à prendre un avocat. Mais la médiation a offert un espace de rencontre confidentiel, sécurisé, avec un médiateur qui est toujours neutre. D'accord? Donc c'est évidemment la qualité de départ. Ensuite, vous avez la transformation de conflit. C'est très important cette idée qu'un conflit, c'est jamais statique. C'est quelque chose, c'est impossible de se dire que ça ne bouge pas. C'est quelque chose qui bouge, et en même temps, les gens qui sont dans le conflit bougent aussi. Et donc, il y a la transformation des conflits va plus loin que la simple résolution de conflits. Cette approche vise à transformer les relations entre les parties en conflit, et surtout, elle vise la chose suivante. Si réellement, pendant une médiation, vous avez réussi ou pendant plusieurs médiations entre plusieurs parties au conflit, vous avez réussi à aller plus loin et à résoudre une partie du problème, c'est également une transformation intérieure parce que vous aurez compris des choses. Et comprendre des choses signifie que d'une certaine manière, peut-être vous ne recommencerez plus. Et c'est comme si c'était une prévention de conflit. Donc la transformation du conflit, ça veut dire « Ah, j'ai compris. Et j'ai compris que si vous êtes mon ennemi en permanence, je n'avance pas. Et j'ai aussi compris que si... c'est vraiment quelque chose de mathématique. Si vous perdez et que je gagne, si c'est plus, moins, ça fait moins. Si ça fait moins, plus, ça fait moins. Mais le problème par rapport aux maths, si c'est moins, moins, c'est également moins. C'est-à-dire, si tout le monde perd, on n'y gagne pas. Donc la seule solution pour qu'un conflit soit dépassé, transformé et qu'il y ait une prévention d'un nouveau conflit, donc il faut prendre du temps pour trouver une solution gagnant-gagnant. Alors c'est une grande formule, mais c'est la seule formule qui marche. Toutes les autres formules, si vous gagnez maintenant et puis moi je perds, vous en avez pour 2 semaines et ça recommence. Donc, pour que ça soit durable, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et c'est le médiateur qui donc met à disposition ses talents et son étude, son apprentissage, son expérience de vie, sa linguistique, sa connaissance du droit, etc., sa connaissance de la communication. Et surtout, je dirais, paradoxalement, c'est mon expérience, mais peut-être qu'elle n'est pas pour tout le monde, mais je pense que Pascal est comme ça aussi. Être un bon médiateur, c'est vraiment entendre ce que les gens ne disent pas. Et c'est très paradoxal, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous excusez mon français, vous vous démerdez pour acquérir je dirais, une capacité que vous ne pouvez pas acheter à l'université, qui est celle de l'intuition, et celle de l'expérience humaine, et celle d'une expérience personnelle de vie, mais que vous pouvez avoir 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y en a qui a 80 ans qui n'a toujours pas compris. Donc l'idée, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question pas forcément non plus de psychologie, parce qu'on n'est pas là pour faire de la psychologie, mais pour sentir, c'est-à-dire pour avoir une sorte de lien entre votre rationalité, votre cœur et votre capacité à faire à ce que 2 personnes qui sont en conflit puissent trouver un chemin où ils peuvent de nouveau parler. Donc rester à la fois, le paradoxe, je crois que le plus grand paradoxe pour le médiateur, c'est rester à la fois à l'extérieur et être concerné. Parce que de 2 choses l'une, ou vous êtes à l'extérieur, puis je m'en fous, puis je vais boire un café, ou je suis avec vous et je m'en mêle. Mais c'est aucun des deux. Et alors, la difficulté, c'est pour ça qu'il y a très peu, je pense, il y a très peu de bons médiateurs, c'est ceux qui ont suffisamment de confiance en eux pour que finalement ils arrivent à aider les 2 personnes indépendamment
de leur intérêt personnel. Vous voyez? Donc je ne rajoute pas des choses. Donc le médiateur ne rajoute pas un problème. Il a résolu ses problèmes, si possible, et il se connaît suffisamment pour qu'il puisse vraiment contribuer un petit peu au dialogue des deux autres, selon ces 5 processus que vous pouvez apprendre. Ce n'est pas le but aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer des parallèles entre donc, la médiation et la gestion de conflits internationaux. Accord, règlement de conflit. Oui, ben c'est un peu la même chose que dans les médiations privées. La conclusion d'un accord de règlement de conflit sur le plan politique peut permettre la fin d'un conflit armé, mais ne change pas forcément ses causes profondes. Donc tant que vous n'avez pas vraiment touché aux causes profondes, c'est des formes de médiation sparadrap, des résolutions de conflits qui durent 2-3 semaines. Et puis les causes profondes n'ayant pas été adressées, et ça recommence automatiquement. Donc il vaut mieux parfois prendre du temps pour résoudre le conflit, pour vraiment aller très en profondeur, plutôt que de bâcler une histoire en disant bah, écoutez, signez ici, je ne vous fais même pas le dessin de ce qui se passe en Syrie, mais il y a une chose qui est sûre, si on fait un parallèle entre des conflits interpersonnels et des conflits internationaux et multinationaux, tant que vous n'avez pas à la table de négociation tous les gens qui font partie du conflit, vous n'arrivez pas à une résolution de conflit durable. Ça me paraît d'une logique implacable. Tant qu'il y a des poches avec des gens qui ne sont pas inclus, vous continuez à avoir des problèmes. Donc les accords de règlement, donc toujours faire attention pour que tout le monde soit inclus et concerné. J'accélère. Alors Madagascar, on ne va pas en parler. J'ai travaillé à Madagascar, juste une phrase, et c'était intéressant. Alors, Madagascar, chaque pays a ses problèmes, etc. Et il y a eu, il y a 2 ans, il y a 3 ans, de nouveau, il y a une année, des élections, et il y avait, comme dans beaucoup de pays, 62 partis politiques. Donc, avec ça, c'est pas possible. Voilà. Et là, c'était, attendez, c'est qui avait payé? C'était les Nations Unies, c'est l'Amérique. Oui, voilà, bref, c'est égal. À travers les Nations Unies, et c'était à travers, je crois, le PNUD. Qui était mon employeur. Mais, ah oui, voilà, ça y est, j'y suis. Je fais partie aussi du Mediation Support Unit à New York. Et là, c'est un pool de médiateurs. Et puis, je cherche des gens. Et puis, je suis un peu spécialisée en Afrique parce qu'avec le CICR, j'ai passé plus de 10 ans en Afrique, 12 ans. Donc, dans ce pool de médiateurs, ils m'ont demandé. Et l'idée de faire de la médiation, c'était sur ces 62 partis politiques, de prendre par petits groupes et d'en faire quelques partis politiques représentatifs, vous voyez. Donc c'était vraiment beaucoup de petites médiations par groupe de 5-6 groupes. On a d'abord essayé de déterminer des grandes tendances, hein, on était 3 médiateurs. Les grandes tendances, genre, je dis n'importe quoi, mais droite, gauche, hein, si ça veut dire quelque chose à Madagascar, ou en France, ou ailleurs. On a essayé ensuite religieux, pas religieux, voilà, on a fait des cases. Puis ensuite, on a essayé de mettre ensemble, puis on a fait une médiation, puis on est quand même arrivé à une dizaine, ce qui est déjà pas mal, ce qui ensuite a demandé évidemment un travail plus long, etc. Mais ensuite a permis il y a toujours des préparations aux élections, c'est un unit très important aux Nations Unies, qui est préparation d'élections, qui est sous gouvernance et démocratie, et ça a en tout cas permis de faire un pas en avant. C'est juste pour vous dire que la médiation, vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces, c'est un peu l'aromate Knorr de toute votre vie, mais aussi bien interpersonnel qu'à Madagascar. Et c'est un peu ça mon dada. Je vais sortir un livre, ça bientôt, voilà, parce que je l'ai mis ensemble maintenant, toutes ces choses-là. Madagascar, il me reste quelques minutes, alors on continue. C'est souvent important aussi, tout ce que je dis là pour les conflits internationaux, vous pouvez l'utiliser pour les conflits interpersonnels, communautaires ou sociaux. Quels sont les éléments déclencheurs, d'accord? On peut se poser la question, quand est-ce que ça a commencé, etc. Quels facteurs peuvent contribuer à la paix? Et c'est important quand vous faites des réunions, dire aux gens, à votre avis, qu'est-ce qui amènerait la paix? Les zones de conflit, les analyses des acteurs, il me reste quoi, 3 minutes? Combien de temps il me reste? 5 minutes. 5. Parfait. Alors, analyse des acteurs. La même chose, je fais toujours le parallèle, médiation interpersonnelle, médiation internationale ou peace building. On se pose la question, évidemment, quels sont les acteurs principaux, quels sont leurs intérêts. Vous êtes d'accord que les intérêts
Syrie, ils sont multiples, hein, mais il y a un endroit où les intérêts peuvent se croiser. Et à un moment donné, vous pouvez jouer, en guillemets, sur l'idée, tout le monde voudrait au fond un petit bout de paix pour pouvoir reconstruire, n'est-ce pas, et avoir une vie normale. Donc il y a une espèce d'intérêt commun, vous pouvez aller chercher très loin et à partir duquel vous pouvez retravailler en amont. Capacité institutionnelle pour la paix, ça c'est très important aussi, si vous travaillez un jour en international, de pouvoir identifier sur place, et il existe toujours sur place, des associations de femmes, des associations de sages. Moi je me souviens à Tombouctou, il y avait vraiment une association de sages et de penseurs et de religieux qui travaillaient à l'époque dans la bibliothèque de Tombouctou, qui est une des plus grandes bibliothèques sur l'islam, qui date du XIIe siècle. Et on avait travaillé avec ces gens-là pour réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour, au fond, toucher un maximum de personnes. Mais eux, c'était des agents de paix et eux avaient des idées comment ça fonctionnait, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas arriver comme ça dans un pays en disant « Bonjour, j'ai une idée pour vous ». C'est vraiment ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Ces actions post-colonialistes, là, je pense qu'il faut oublier. Je pense qu'on est vraiment en 2016, qu'on n'est plus du tout en 1900 ou 1850, et qu'à mon avis, il faut avoir un rapport différent avec les pays dans lesquels vous allez, et surtout commencer par dire qu'est-ce qui existe chez vous, et puis chez vous, la paix, ça veut dire quoi? Vous voyez, partir dans l'autre sens, plutôt que de dire avec l'armada, avec la petite voiture des Nations Unies ou du CICR, bonjour, j'ai une bonne idée, je vous amène la paix. Mais malheureusement, il y a encore trop de gens qui font ça, et j'insiste pour dire que là, vous vous faites mettre dehors, n'est-ce pas? Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être intégrée, parce que j'ai toujours d'abord commencé par demander qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous voyez les choses, etc. Vous voyez, être un agent externe, mais neutre, enfin neutre dans le sens concerné, mais respectueux. Ensuite, voilà, etc., l'analyse des acteurs, j'accélère, les causes, c'est très important, les relations, toujours s'occuper des relations. On n'a pas trop le temps de parler du multi-track diplomacy, mais ça existe. Si vous pouvez taper www.imtd.org, International Multi-Track Diplomacy, imtd.org, c'est aux États-Unis. J'ai travaillé pour eux pendant 1 an et demi et je trouvais intéressant de travailler sur les différentes couches de population quand vous faites la paix. Parce que ce n'est pas seulement important de travailler avec tout en haut, mais avec les syndicats, avec les religieux. Donc il y a énormément d'acteurs qui peuvent contribuer à la paix. Intérêt et but. Voilà, intérêt, but, position. Donc j'ai mis des définitions. Je reviens sur le mot intérêt, c'est les motivations sous-jacentes des acteurs, leurs préoccupations, leurs buts, leurs espoirs, mais aussi leurs peurs. Et ça a l'air de rien, mais parfois il y a des gens qui ont des peurs qui font que ça bloque les processus de paix. Donc il y a énormément de choses qui travaillent à l'arrière. Identifier les possibilités de paix, et puis, je vais finir avec ma girafe, ça sera très bien. Alors, je vous lis en anglais, puis je vous le traduis. Marshall Rosenberg est donc celui qui a inventé la communication, enfin, non, celui qui n'a pas inventé, ça date de très longtemps, ça date de Gandhi, mais celui qui a mis en mots américains dans les années 80, 70, 80, les questions de non-violence et de communication non-violente. Un de ces livres que je vous conseille de lire qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres », ou non, les mots sont des murs ou des fenêtres. As our cultural conditioning often leads our attention in directions unlikely to get us what we want, peace building serves as an ongoing reminder to focus our attention on places that have the potential to yield what we are seeking. Donc, mettre notre attention, non pas, en guillemets, sur ce qui ne va pas, mais sur potentiellement des choses qui vont et qui nous permettent de chercher la paix et qui nous permettent en fait de créer un réseau sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour que règne la paix dans une situation ou une autre. Voilà, je crois que j'ai réussi en 45 minutes. Voilà, avez-vous des questions? Oui, mademoiselle. Pourquoi la girafe? Ah oui, merci mademoiselle. Parce que la girafe c'est extraordinaire, la girafe est l'animal
qui a le plus long cou. Donc ça vous permet une vision sur les choses, above, au-dessus. Donc vous n'êtes pas trop pris, vous n'êtes pas la tête dans le guidon, vous êtes au-dessus des choses. Et c'est l'animal qui a le plus gros cœur parce qu'il est censé de pomper le sang. Vous imaginez, il va pomper le sang très haut. Et ça va faire tout ce canal-là. Donc si vous mettez ensemble le fait d'être au-dessus de la mêlée et d'avoir un très gros cœur, ça vous donne un peu l'animal fétiche pour être un bon médiateur.